Donc c'est bon, Elisa, c'est OK? Oui, Sup- impeccable. Super. Bon, donc pour expliquer un peu d'où je pars, surtout pour Elisa, parce que David, c'est un peu du connu. Donc je pars d'une vidéo qui a été montée en fait par Pierre Fortin, qui est au Canada. Je vais passer rapidement là-dessus. Donc tu sais que David avait fait tout un montage, une cabine PIV spéciale. Je ne sais pas si tu étais au courant, si tu avais suivi. Si, si, j'ai suivi les messages du groupe, bon, D'accord, en diagonale, parce que c'est d'accord. assez chronophage, quoi. Donc là, tu as l'image de la super cabine qu'a montée David, et donc qu'utilise Pierre au Canada. Donc tu Ouais. as l'appareil photo qui prend en vertical, tu as ici le laser qui tape en dessous, donc on voit l'image suivante que effectivement le laser il passe en dessous en dessous du mobile. Voilà, là on voit, c'est un mobile, c'est une pyramide métallique là, et on voit qu'effectivement il passe juste dessous. Et ça, c'est la vue de dessus de la pyramide par l'appareil photo. Ok. Voilà. Donc c'est clair. Oui. Donc on voit qu'effectivement les flux qui sont illuminés sont bien sous la pyramide en fait, hein. Mhm. Alors voilà, pour l'éclairage. Bon, comme on fait effectivement, on prend le PIV, on le prend par-dessus. Donc forcément, quand on va parler du mobile, on va toucher aussi à la fois des points qui sont ici. Je ne sais pas si vous voyez ma souris. Donc là, on touche des points qui sont finalement sur la surface du mobile. Et puis on va toucher des points qui sont carrément sur les flux dessous. Et bien évidemment, quand le mobile tourne, on n'a pas les mêmes. Voilà, ici par exemple, on va directement être sur les flux dessous, alors que là, on va être sur la surface du mobile. Bon, donc c'est intéressant de voir un peu ce qui va se passer, si ça ne nous brouille pas tout le message et ce que ça sort, quoi. Voilà, donc ce qu'on peut dire en gros, j'ai fait un petit schéma à droite, c'est que logiquement, si on voit ce mobile-là, avec ses pales, entre guillemets, la surface métallique, finalement, elle se réduit à cette partie-là, en plus, bien sûr, des arêtes qui sont là. Et donc, ça nous donne, si on regarde un peu, en gros, on est à 25% de la longueur totale des arêtes sur cette longueur-là. Ça, c'est pour se repérer quand on va voir les cercles, pour se repérer en disant quelle est la partie où il y a principalement du mobile et quelle est la partie où il y a principalement du flux. Parce qu'on pourrait imaginer que c'est différent. Les 25%, là, mais c'est entre 25 et 50, non? Non, c'est vraiment 25? En gros, si tu veux, si tu regardes le truc violet, si tu es proche du truc, tu es plutôt à 25. Si tu es sur l'arête, tu es plutôt à 30-40. Mais 20-25 si tu veux, sachant que les arêtes forcément, elles sont. Mais tu verras que de toute manière, c'est pas un. Ça donne un ordre d'idée, donc de 25 à 30%, on va dire. D'accord. Alors, attends, j'ai une question Oui, vas-y, vas-y. bête, mais avant de commencer, pourquoi cette pyramide et pas le MH? Alors, tout simplement parce que si tu regardes bien cette brave cabine, cette cabine, elle est fermée. Et si tu as suivi un petit peu, mais bon, il y a tellement de messages sur le truc que si tu n'as pas tout lu, tu auras du mal. C'est qu'en fait, on est face à un problème, donc que j'appelle ça de confinement. C'est-à-dire que quand on est sur la cabine, eh bien, il y a beaucoup de mal à faire tourner un mobile. C'est un peu comme quand tu fais faire tourner un mobile sous bocal. Aujourd'hui, Mais il en a déjà fait quand même, hein. comment? Il en a déjà fait quand même. Tourner un mobile hémisphérique sous bocal, j'ai vu qu'une ou deux vidéos, très très lentes, à l'époque de Steven, et ça reste quand même quelque chose qui est peu reproduit. Il a fait avec un emballage de Kinder, par contre. Pardon? Un emballage de Kinder. Ah, de Ah Kinder. ouais, mais attends, ça n'a rien à voir. Un emballage de Kinder, si tu veux, je sais pas si vous avez vu le truc que j'avais transmis sur les poids, ça n'a rien à voir, quoi. On n'est pas du tout sur les mêmes tailles, quoi. Donc si tu veux, un emballage de Kinder, les pyramides, c'est beaucoup plus léger, et on arrive à les faire tourner en confinement. Un mobile hémisphérique, aujourd'hui, on arrive difficilement à le faire tourner en confinement. Voilà. Et ça, on pourra en reparler, c'est tout un débat, mais donc c'est pour ça que dans ce type de truc en plastique, de cabine, eh bien jusqu'à maintenant, Pierre est arrivé à faire tourner que effectivement la pyramide ou le Kinder. Voilà. C'est pour ça que du coup on a ça. Donc c'est la première vidéo, si tu veux, où on a un mouvement qui arrive. Ce qu'il faut savoir aussi, c'est que
Donc il faut quand même voir le truc parce que si tu connais pas le montage, je reviens sur ce slide là. Donc tu vois le trou ici là. Ouais. Voilà. Donc en fait si tu veux aujourd'hui, on ne fait pas tourner le truc en truc complètement confiné. C'est-à-dire que le truc est ouvert en haut et le techiste, enfin en l'occurrence Pierre, approche sa main au bord de l'ouverture pour arriver à faire tourner le mobile. C'est-à-dire qu'il n'a pas la main à côté, parce que dans la cabine, c'était une discussion qu'on a aussi avec, Oui, oui. dans la cabine c'est bien parce qu'on a la main à côté, etc. Là c'est beaucoup plus compliqué. Et bon, bah, d'ailleurs on l'a vu sur la pratique, hein, parce que Pierre il y a passé des heures. Et on voit bien que c'est quand même moins facile de faire tourner un mobile en partant dans une caisse fermée, en passant par le trou du haut, que si on a la main à côté, quoi. Ouais. Voilà. Mais Et par contre, la grosse... Ouais. David, rappelle-moi pourquoi tu avais fermé en haut. Fermé. Bah, pour éviter, parce que, en fait, comme avant, Pierre ne voulait pas faire de cabine à proprement parler. Et puis, il réussissait relativement bien dans les bocaux, donc je lui ai fait un mini-banc comme ça. Mais si je le fermais complètement, je suis à peu près sûr que ça ne marcherait pas, quoi. Donc j'ai fait une ouverture aussi pour que l'image soit meilleure, parce qu'à travers le plastique, Ah oui, il y a ça aussi. c'est moins bien. Et lorsque j'avais fait mes essais, même s'il y a une petite ouverture, ça donne des flux qui sont vachement faibles en fait. Donc j'ai trouvé que c'était un bon compromis entre la cabine et le confinement total. Sachant Il que... n'y avait pas une histoire de trou pour passer sa main à un moment donné. Alors ça c'était autre chose que sur le côté, il aurait pu, parce qu'à un moment il nous a dit qu'il avait du mal avec la hauteur du mobile, donc je lui avais suggéré qu'il pouvait éventuellement faire un trou dans le côté et puis passer sa main pour voir si ça arrangeait les choses. Mais pour l'instant il n'a pas fait. Donc ça, sur l'histoire du trou, c'est moi qui ai fait des tests. En fait, j'ai utilisé simplement un bac en plastique acheté dans Ah la oui, c'est toi. machin. Ouais, Et ouais. voilà. Donc justement, qui... Non, mais je rappelle plein de choses qu'il faut que je remette dans l'ordre. Voilà, tout à fait. Donc la partie, c'est avec ça que j'ai justement refait un point sur l'aspect confinement qui reste d'ailleurs à travailler. Hein. Il faut mettre les choses une par une, mais c'est vrai que c'est un des points clés aussi ça. Parce que ça se confirme de plus en plus, quoi. La dernière manip qu'on a refait ce week-end, ou lui, non, il y a 2 semaines avec Vincent, on voit bien qu'effectivement, bon, si tu soulèves légèrement le truc, tu arrives à faire tourner. Dès que tu le fermes complètement, tu arrives à le faire tourner, mais beaucoup plus difficilement. Et dès que le truc est plus lourd, tu ne le fais pas tourner, quoi. Enfin, pour l'instant, on en est là, quoi. Donc si on revient sur cet exemple, peut-être ce que tu peux préciser, David, c'est un peu les dimensions, c'est-à-dire à quelle distance le mobile, la pointe, elle est à quelle distance du trou carré. Si tu remets l'autre vue, Voilà. et on doit être à, je sais pas, 3 ou 4 cm. 3-4 cm. D'accord. Ouais, peu importe, ça change pas grand chose, je pense. Si, Non, si, ça si. ne passe pas grand-chose. Bah si, parce que tu peux toujours dire, si tu as la main juste au-dessus, que tu influences avec ta main les flux autour. Si tu es à 3-4 cm au-dessus, c'est déjà un peu plus dur, quoi. Oui, oui, bien sûr, c'est ça, oui. Et si tu es en plus, à 3-4 cm, c'est au-dessus de la pointe de la pyramide, c'est ça? Oui. Donc si on parle de flux de convection pure, enfin, tant que ça a encore un sens de le faire, Ouais. on devrait avoir des mouvements de convection qui sont au niveau de la main, pas dessous en tout cas. Voilà, Mm. c'est un effet aspiration. Aspiration, ouais. Mm. Voilà. D'accord. Ok. Ok. Bon, alors bon, le principe de le PIV, de toute manière, tu la connais, Elisa, le principe de base, puisque tu as travaillé avec David pour monter le truc, donc je passe rapidement. Juste pour rappeler, donc à un moment donné de la PIV, une fois qu'on a fait les analyses de vitesse, on fait ça c'est important parce que c'est juste pour positionner derrière, on positionne donc 30 cercles, le plus possible centrés sur le mobile, qui sont en gros écartés ici de 1,5 mm en fait, et qui vont nous permettre de récupérer via le système PIV donc toutes les vitesses tendancielles sur chacun des cercles. Et c'est à partir de là qu'on va travailler. Ok? Bon, alors ça, la séquence de mesure, bon, donc en fait, moi j'ai extrait de la vidéo 9 minutes 50 à 11 minutes 20 qui correspondait à un endroit où en fait le mobile démarre une première fois, il s'arrête, il redémarre et il s'arrête.
Alors, la modélisation qui est utilisée donc, sur MATLAB, le principe c'est donc de récupérer les 30 cercles qui correspondent donc aux 30 cercles faits par PIV. Chacun des cercles a 100 points, on répartit évidemment de manière équidistante, et donc sur chacun des cercles on a la vitesse tangentielle. D'accord. Ok. Donc voilà l'emplacement des cercles. Donc ce qu'il faut dire par rapport à la pyramide qui est utilisée comme mobile, donc le cercle 1, ben, il est évidemment presque au centre, sachant que là en plus la pyramide elle est légèrement décentrée, hein, donc elle tourne un petit peu de travers. Ensuite le cercle qui est au bout de la pyramide, c'est en gros le cercle 19 ou 20. D'accord. Et puis au 30, ben, on est à peu près 1,5 à 2 cm à l'extérieur. Voilà en gros. Donc les cercles les plus représentatifs du flux, c'est forcément le 29 et 31. Disons qu'on pourrait dire que ceux qui sont représentatifs des flux, pour moi, ils le sont tous sur cette expérience, tu vas voir. Pourquoi? Mais effectivement, ce qui veut nous intéresser, c'est de se dire, si je veux me mettre à la périphérie du mobile et comparer la vitesse des flux à la périphérie du mobile, il faut que je prenne les cercles 19 à 21, 22, parce que je suis sûr d'être dans la bande juste autour. Si je veux voir ce qui se passe un peu plus loin, ben, je vais jusqu'à 30. Et puis voilà, si je rentre à l'intérieur du mobile, eh ben, je peux voir des choses intéressantes aussi. Alors, on va le voir. Donc le rayon du mobile, bon ben là je l'ai mis pour info, mais c'est de l'ordre de 3 cm. Hein. Voilà, extrémité cercle, bon ça c'est ce qu'on vient de dire. Et en gros 25% du mobile situé à 7 mm, c'est-à-dire que ce dont je parlais tout à l'heure, l'aspect métallique, on peut dire que c'est jusqu'au cercle 5-6. D'accord. Alors, dans les modélisations des flux, on a donc 2000, comme je pars, on a 90 secondes. Donc, comme on est à 30 frames par seconde sur cette caméra, ce qui était ma petite surprise il y a quelques temps, le tour faire, ça donne donc 2700 frames. Le cercle 1, du cercle 1 au cercle 30. Donc, on analyse en fait un résultat qui globalement comprend 8 millions de points, puisqu'on a 30 cercles, 2700 et on a 100 points par cercle. D'accord. Ok. Alors, si on regarde, on va juste commencer par dire, bon voilà, on a nos points à la périphérie du mobile. Donc la périphérie du mobile, c'est le cercle 19, pardon. Donc le principe de représentation ici, on a de 0 à 360, c'est-à-dire que sur chacun des cercles, on a 100 points, comme on l'a vu, d'accord. Donc on étale en fait ces points sur cette droite-là. Donc chaque cercle est déroulé sur cette droite-là, d'accord. Enfin chaque cercle. Là on est sur le cercle 19. Hein. C'est-à-dire que là on considère le cercle en périphérie du mobile, d'accord. Et on cherche à voir la vitesse des flux sur ce cercle en fonction du temps. Donc là on est de 0 à 90 secondes, d'accord. D'accord. C'est clair Elisa? Oui, oui, c'est clair. Ok, parfait. Donc là en fait ces courbes-là, c'est les courbes des vitesses tangentielles en millimètres par seconde. D'accord, en fonction du temps. Voilà, donc ça c'est un des modes de représentation. Donc c'est la modélisation du système, c'est ça, et sachant qu'il y a 30 cercles. D'accord. Comment? Qu'est-ce que tu penses de ce mode de représentation? Pas grand-chose. Non mais le choix critique, graphique, le fait d'avoir dérouler le cercle pour avoir des lignes et se retrouver avec une représentation en histogramme, c'est plutôt vicieux ou... Je t'entends super mal, David. T'as compris, Eric, ce que je dis, moi? Oui, bah disons que ce que je peux préciser, c'est que au départ, j'avais commencé avec une double représentation, soit en mode, effectivement, le cercle étalé, soit en mode circulaire. Le seul problème, c'est comme on a des vitesses qui sont positives, enfin qui sont dans un sens ou dans l'autre, donc positives ou négatives, si on est en coordonnées polaires, on a un peu de mal à les représenter. Parce que forcément, celles qui sont négatives, il faut les mettre à zéro, c'est tout. Et donc finalement, la représentation en étalé, pour la partie 3D, hein, elle semble plus intéressante, sachant que là on est sur une maille de 1 frame, donc ça veut dire qu'on a les 2700 frames qui sont là, mais derrière on peut fonctionner avec une maille différente. Donc là on est sur les millimètres par seconde, là on est en degrés par seconde. C'est-à-dire qu'en fait on a deux modes de travail.
soit on travaille sur les vitesses tangentielles, millimètres par seconde, soit on s'intéresse à la rotation instantanée, c'est-à-dire que comme on est sur des cercles, on essaye de voir quelle est la vitesse de rotation du point à cet endroit-là. Et ça va être intéressant justement quand on va comparer ça aux différents cercles du mobile. Donc là, bon, là on va de 0 à peu près 100 degrés par seconde quand on est en degrés par seconde. Excuse-moi, Oui. tu calcules la vitesse de rotation d'un point. Oui, c'est-à-dire que si je suis sur un cercle, j'ai une vitesse tangentielle, d'accord? Et cette vitesse tangentielle, en fait, ça correspond à une rotation. C'est-à-dire que je suis en train de tourner autour du centre. Donc je peux calculer la vitesse de rotation par rapport au centre. Même dans un fluide, on peut faire ça parce que... Bah, et que ça soit n'importe quel fluide. Du moment que je te rappelle, regarde le principe, hein, on part du cercle, ici, là. Mince. Et on tourne autour du cercle. D'accord? Donc là, ce qu'on récupère, c'est cette vitesse tangentielle. Alors cette vitesse tangentielle, je peux tout à fait la convertir en une vitesse de rotation autour du centre. C'est-à-dire que Peut-être comment tu calcules la vitesse tangentielle. bah, la vitesse tangentielle, je l'ai. La vitesse tangentielle, je l'ai puisque c'est le PIV qui me la donne. Ça, c'est une mesure. Le calcul PIV, c'est l'intérêt du calcul PIV, c'est qu'il me donne toutes les vitesses tangentielles sans vitesse tangentielle par cercle. D'accord? Donc je suis certain d'avoir une vitesse qui est pile tangentielle. Donc après, bah, pour avoir la vitesse de rotation, il suffit que je divise par le rayon et j'ai la vitesse de rotation en radians. Si j'ai la vitesse en mètres par seconde. Ok. Donc l'intérêt... C'est juste une formule physique, David. Hein? C'est juste une formule physique, Ah une oui. proportionnalité. Oui, j'ai toujours du mal à imaginer dans la réalité comment est-ce qu'on peut transformer une particule qui est dans un fluide en un mouvement rotatif, parce que pour moi la force centrifuge, je l'éjecte forcément vers l'extérieur, mais bon, c'est pas grave. Ah mais il faut dissocier l'aspect, quelles sont les forces qui s'appliquent, de l'aspect cinématique. Là on est dans de la cinématique, c'est-à-dire on est en train de dire, si je tourne à 50 km/h sur un circuit en voiture autour d'un centre, eh bien je suis capable de calculer le nombre de tours que je fais de mon circuit. D'accord? Si tu es sur un circuit en forme de cercle en voiture et que tu tournes à 100 km/h, tu peux en déduire quelle est ta vitesse de rotation par rapport au centre. Oui. D'accord. Avec une voiture, je vois bien, avec une particule dans Bah, l'air. c'est la même chose en fait. C'est pareil. D'accord. On raisonne pas force, on raisonne juste cinématique là. D'accord. Et tu vas voir que ça a pas mal d'intérêt de passer justement d'une implantation à l'autre parce que c'est très différent. Alors là, bon, c'est la même chose, sauf qu'au lieu d'avoir fait un frame, j'ai fait une moyenne mobile sur 10 frames. C'est-à-dire que là, en fait, je suis à une maille de 10. Donc ça me permet de faire... Pardon? Ça fait combien d'intervalle de temps, ça, une maille de 10? Eh ben, si on est à 30 par seconde, ça te fait donc un tiers de seconde. Une maille de 10. Et là, pareil, donc là, si tu es à une maille de 30, et là, on est à 1 seconde. Une seconde, d'accord. Oui, là, ça lisse bien le truc. Là. Voilà. Donc c'est une moyenne mobile, c'est-à-dire qu'à chaque point, on va regarder, par exemple, si je suis sur 30, je vais regarder 15 points avant et 15 points après pour calculer la vitesse moyenne sur ce point-là. D'accord. D'accord? Pas mal. Et donc ça permet en fait d'avoir une vision globale, mais ça permet aussi de temps en temps de faire des zooms, parce que c'est justement ce qui est assez piège dans ce type d'expérience, c'est qu'en fait des fois tu as des trucs qui n'apparaissent pas et qui, si tu creuses un peu plus, apparaissent. C'est ce qu'on avait au départ comme problème, hein, puisqu'on travaillait sur des moyennes de moyennes en plus. Oui. Donc voilà, donc ça c'est la représentation des points sur un cercle. Bon maintenant, ce qui nous intéresse, c'est de voir comment ça se passe par rapport au mobile. Alors le mobile, comment on modélise la vitesse du mobile? Bon, David, évidemment, tu connais. Donc le logiciel Tracker nous permet en fait, en récupérant directement les vidéos, de suivre les points. Donc là, c'est un processus manuel, c'est-à-dire qu'on repère, par exemple là, on repère ce point, d'accord, Elisa? Et puis on avance l'image d'un cran, et puis on va dire, bah, ce point, maintenant, il est là. On clique, tac, 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 et donc derrière, le logiciel va nous sortir la courbe de vitesse en fonction du temps, en polaire, parce qu'évidemment je la mets en polaire, c'est l'intérêt aussi, c'est en rotation. Donc là, je vais avoir donc en sortie une vitesse en degrés par seconde en fonction du temps. Donc là, on voit mon... Là, tu le fais à la... Alors là, je le fais à la main parce que j'ai essayé, on peut le faire un peu en mode automatique,
Mais il faut faire une détection de points sur le système. Et quand ton mobile il tourne, l'éclairage change un peu, ton truc il passe, et tu passes plus de temps à le faire en automatique qu'à faire à la main. De toute manière, au début, effectivement, moi, je l'avais fait en automatique parce que j'avais les premiers trucs que j'ai fait en PIV, j'avais mis des trucs où j'étais au dixième de seconde. Mais je me suis calmé. Donc là, un point par seconde, ça suffit largement pour le mobile, pour le mouvement du mobile. Et donc, je préfère le faire à la main, comme ça, je suis sûr de ce que je fais. Alors, quand je dis à la main, c'est que je dis simplement au logiciel, voilà, mon point, mon nouveau point, il est là. Alors, sachant que dans ce logiciel-là, comme dans le logiciel PIV, on renseigne l'intervalle de temps pour avoir l'échelle de temps et on donne une distance de référence qui permet au logiciel de convertir les pixels en centimètres, en millimètres et les intervalles entre les images en secondes. Quoi. Donc on a après des millimètres par seconde. Voilà. Donc on fait une phase de calibrage, tout à fait. Donc derrière, voilà ce que me sort le tracker. Donc après, j'exporte en fait les points. J'exporte en fait les points, la vitesse, l'accélération, etc. Et tout ça, je le récupère dans MATLAB et je viens le synchroniser avec la courbe des flux qui, elle, est en bleu. Superposition des vitesses, du mobile et des flux. Voilà. Donc là, je suis toujours sur le cercle 19, là, c'est-à-dire que je suis sur un seul cercle, là, on est d'accord. Donc je suis en extrémité du mobile. Et je vois donc l'évolution des vitesses des flux et l'évolution de la vitesse de mon mobile. Donc là, en fonction du temps et en fonction de la position sur laquelle on et en fonction de la position angulaire. Donc là, je suis en millimètres par seconde. Et là, toujours pareil en secondes. Donc on voit que ici, toute cette partie-là, c'est en fait la courbe du mobile. Hein. Parce qu'évidemment, le mobile, lui, il a la même vitesse sur tout son cercle. Donc c'est un mode de représentation qui permet tout de suite de comparer les vitesses des flux et le mobile. Alors bien sûr, ça on peut le faire tourner comme on veut. Ça permet aussi de voir que, par exemple ici, évidemment, ça varie en fonction de la position angulaire. Et donc quand on sort les vitesses moyennes, eh ben, forcément on a des vitesses qui n'ont rien à voir. C'est ce qu'on verra tout à l'heure. Donc là j'ai c'est le même diagramme mais en position, en projection. Ça, c'est bien ça. Donc l'avantage en projection, c'est qu'on voit qu'effectivement, donc déjà, bon là, on peut entre guillemets s'arrêter si on cherche une preuve en disant, bah voilà, en millimètres par seconde, parce que là, je suis sur les, bon, je suis pas en maille, est-ce que je suis en maille? Non, je suis en maille 30, mais on pourrait le faire avec la maille 1. On peut montrer qu'effectivement la vitesse du mobile est largement supérieure à la vitesse des flux. Donc là, on peut l'estimer d'ailleurs la différence. On a 25 mm par seconde pour... Ouais, mais si tu veux, tu le verras mieux sur les autres courbes, parce que comme on l'a vu précédemment, tu vois bien que ces courbes-là, elles évoluent. Hein. Par exemple, là, je suis là, mais là, je suis en dessous. Donc si je prends ma vitesse moyenne sur le cercle, elle est bien plus faible que les pointes qui sont là. D'accord. D'accord? Puisqu'en toute logique, ce qui nous intéresse, c'est de comparer après les vitesses moyennes des flux sur un cercle par rapport au mobile. Mais c'est intéressant d'avoir la vision 3D parce que ça permet quand même sur certains cas de dire bah tiens pourquoi et de s'apercevoir qu'à un endroit ça tourne beaucoup plus vite sur un angle donné, sur une position donnée. Oui, ça nous permet d'avoir une vue détaillée dans le temps. Voilà. Bah, ça nous montre par exemple tout à l'heure, on pourra voir que grâce à ça on peut s'apercevoir qu'il y a un endroit où il y a plus de flux sur le mobile, ou par exemple quand la main s'est déplacée, on s'aperçoit que ça suit la main, etc. Enfin il y a des choses. Ah ça c'est bien. On va voir ça. Donc voilà justement ce que ça donne cette fois en Moyen-Âge. Donc là, au lieu d'avoir le diagramme avec les 0 à 360, là on fait une moyenne, on prend la vitesse moyenne du flux sur le cercle. Sur le cercle, d'accord? Donc là, après l'avantage par contre, c'est que là on va pouvoir afficher plusieurs cercles. Donc volontairement, j'ai conservé que les cercles autour de la périphérie du mobile, les cercles de 18 à 20. Donc là, on a trois courbes qui correspondent au cercle 18 à 20. Là, on a la courbe du mobile. Donc on voit qu'en millimètres par seconde, la vitesse du mobile est vraiment franchement supérieure à la vitesse des flux sur la périphérie du mobile. Il n'y a pas photo, quoi. Ouais. L'autre point qu'on voit, c'est quand même que les flux sont quand même bien synchronisés, on verra encore mieux dans les diagrammes suivants, avec le mobile. Comment ça avec le mobile? Bah, c'est-à-dire que là où ça augmente le plus, c'est ici. Après, ça augmente le plus. D'accord. Mais on va le voir, j'en parle maintenant, mais en fait, on va le voir quand on aura tous les cercles. Parce que là, j'ai juste fait exprès de sortir que les 3 cercles.
pour qu'on voit ce qui se passe à la périphérie. Donc les premières conclusions, les flux sont orientés dans le même sens. Donc ça, si on regarde non, même sur celui-là, puisqu'on normalement on peut avoir des vitesses positives et négatives. Donc là, c'est le cas. On a quand même des vitesses négatives et positives par rapport au zéro là. Alors que quand le mouvement commence, on s'aperçoit quand même qu'on a quasiment que des vitesses positives. Ça veut dire que les flux sont tous orientés dans le même sens. Donc ça, c'est un premier point qui est déjà intéressant. Ils accélèrent à partir de 20 secondes. Donc, effectivement, pardon. Hop. Donc effectivement, à partir de là, on commence à avoir une accélération. On verra d'ailleurs tout à l'heure, on va parler de ce point-là, qui est intéressant. Puisque là, le mobile est à 0 et que ça bouge. On a la même chose avant le deuxième mouvement du mobile. Hein. Ouais, mais sauf que là, le mobile, il a bougé, alors que là, il n'a pas bougé. Là. Il a poussé et... Ouais. Voilà, donc c'est la différence. C'est que là, on suit le mobile, alors que là, clairement, le mobile, lui, il n'a pas encore bougé. Donc au niveau de la périphérie du mobile, les vitesses des flux d'air restent bien inférieures à la vitesse en périphérie du mobile. Donc on peut difficilement expliquer le mouvement du mobile par les flux d'air. Au moins si on se positionne par rapport aux flux qui sont à l'extérieur du mobile. Bon, là maintenant on va se faire un petit zoom sur la bosse là qu'on a vue. Donc là au lieu d'être en bas on avait 0 à 90 secondes. Maintenant on fait un focus sur 18 secondes à 34. Donc si je reviens sur mon truc, 18 secondes à 34, ça fait là à ici. D'accord? D'accord, donc le démarrage du premier mouvement. Donc en fait cette bosse là. D'accord. D'accord? Avant. Ah oui, donc avant que le mobile ne Voilà, tourne. avant que le mobile ne tourne, la bosse qui est là. Ok. Donc là on s'est mis en 5 frames pour avoir une vision à peu près suffisante. On voit déjà que cette bosse elle est très... alors il y a deux choses. Mince, je fais un peu vite. Donc là cette bosse, d'une part elle est assez localisée en termes de position angulaire. Oui. On en verra plus tout à l'heure. D'accord. Et si on veut voir comment elle se positionne là, si on se met en diagramme direct. Et en fait, si on regarde les vidéos, et je vais vous les montrer tout à l'heure, cette zone, c'est la main change de côté. Ah, Donc dans toute cette zone, en fait, la main quand même commence à approcher du système, mais toute cette partie-là, en fait, on a une main qui se déplace sur le côté gauche. Donc on va le voir là-dessus. Donc la main est là, et puis petit à petit, elle passe en bas. d'accord. D'accord? Donc on est sur la partie gauche du mobile, c'est-à-dire que si on prend l'angle qui est 0 là on est à 180, Oui. et là on est à plus de 180, et on descend jusque là. D'accord. Voilà. Et la mienne, ça c'est la suite. Vous me dites si au fait si les diapos passent rapidement chez vous? Oui, ça passe. Ouais, c'est bon, impeccable. D'accord, ok. Donc là c'est la suite donc des deux images. On voit donc que la main est passée d'en haut à en bas. Voilà. Et si on regarde c'est le diagramme cette fois suivant les angles, on voit que la bosse qu'on voyait là, elle est située entre, on va dire, 190-200 et 320 quoi. D'accord, donc on peut dire qu'il y a une corrélation entre le mouvement de la main et le mouvement des Voilà. pieds. On peut imaginer qu'a priori, c'est quand même, il y a des chances pour qu'il y ait comme une corrélation effectivement entre cet mouvement de main et les flux. D'accord. Ce qu'on reverra d'ailleurs sur les flux. Alors là, parce que j'ai pas eu le temps de le faire, mais là je vous le ferai passer une autre fois. J'ai généré ensuite, maintenant je génère des images des séquences PIV pour essayer de générer un petit film qui permet de voir en fait un film des flux PIV en fait. Bon et là on voit effectivement le positionnement de cette bosse. On voit bien qu'effectivement on est sur la deuxième partie de... Alors là, en termes de degrés, on est où à combien? On est à 360, c'est ça? On est entre 360 et 252 degrés, c'est ça? Bah là en fait on voit de dessus donc là en fait si tu regardes bien tu étais entre 144 et 320 par là. D'accord. Donc Mais ça on le voyait mieux là-dessus si tu veux. Là pour bien le voir c'est là-dessus qu'il faut regarder. D'accord. Là c'est juste pour se repérer, c'est à ce qu'on voyait parce que quand on voit là on voyait d'ici en fait, on voyait de là. Donc on voyait ces trucs devant et puis ces trucs derrière. D'accord. D'accord. Ok, ouais, très bien. Voilà.
Alors la sortie de la main, en fait, elle se fait à partir de la seconde 87 jusqu'à 88,7. Donc on voit la main qui s'en va petit à petit et qui n'est plus là. D'accord? Ouais. Et si on regarde les flux, ici c'est la sortie de main. Donc on est là, et la main sort. D'accord? Donc ça c'est aussi intéressant comme corrélation. Bon, ça c'est, on peut passer rapidement. Alors, maintenant on va passer sur l'analyse globale des flux sur l'ensemble des cercles, parce que pour l'instant on s'est focalisé un petit peu sur ce qui se passait à la périphérie du mobile. D'accord? Mais maintenant on va regarder tous les cercles. Donc on va regarder la vitesse moyenne globale sur tous les flux cette fois, sur tous les cercles, par rapport au temps. Donc c'est le même diagramme que tout à l'heure, sauf que là j'ai mis mes 30 cercles. Le premier cercle étant ici, le cercle le plus près. En fait, le cercle le plus près du centre, il fait ça. Et après, ça se décale petit à petit. Et là, je me suis mis en vitesse de rotation. D'accord. C'est là où c'est important. Parce que si, on va dire que si, je viens à la question au départ, c'était de se dire, est-ce que finalement les flux de début, par exemple de 1 à 5, est-ce qu'on n'est pas en train de regarder la surface du mobile? Et si on regardait que la surface du mobile, le mobile, il tourne à la même vitesse sur tous ces points, on est d'accord? Ah oui. Donc je devrais avoir la même vitesse tout le long. D'accord? Donc le fait que ces vitesses diminuent petit à petit, ça prêche plus dans le sens que je suis bien en train de mesurer les flux, et qu'en plus ces flux sont entraînés par le mobile. C'est-à-dire que quelque part, quand je suis au centre du mobile, je suis quasiment à la vitesse du mobile, et plus je m'en éloigne, et plus ma vitesse de rotation diminue. D'accord? Ok. Alors l'autre point quand même important, et bravo David, je dirais que c'est sur la chaîne de mesure et de traitement, puisque quand même là on est en train de parler de points qui ont été calculés par PIV, d'accord, sur la base des écarts d'image, et là on est en train de parler de points qui sont calculés directement sur Tracker, sur la base de photos d'un mobile. Donc le fait que ça soit si bien corrélé, ça prouve qu'on ne mesure pas n'importe quoi déjà, et qu'en plus c'est bien synchronisé quoi. Ouais, c'est joli. Parce que c'est l'intérêt, c'est pour ça que je te disais, c'est l'intérêt de passer à la fois d'un côté par tracker, l'autre par PIV. C'est un mode quand même de proof parce que voilà, on a mesuré de manière complètement différente les deux choses. Donc c'est des vitesses moyennes de rotation le long des cercles, la courbe d'eau se détache, voilà. La courbe la plus proche du mobile, c'est celle au centre, donc ça, voilà. Et celle qui est la plus éloignée, donc celle-là, c'est celle qui se trouve à 1,5 cm de la périphérie du mobile, en gros. Donc il y a une cohérence forte de l'évolution des vitesses en fonction du temps des 1, bon ça on en a parlé, ça aussi, donc ça ressemble à ça en entraînement, on en a parlé aussi, c'est pas la peine. Voilà. Alors maintenant si on se focalise un petit peu sur entre 36 et 54, alors on va revenir pour voir où c'est 36 à 54. Donc 36 à 54 c'est là. Donc c'est sur la période où le mobile s'accélère et ralentit. Voilà. Donc là j'ai volontairement pris que 5 cercles pour qu'on y voit mieux. Donc c'est-à-dire j'ai pris un cercle, ça doit être le cercle, là c'est le mobile. Là c'est le cercle 1, le cercle 6, le cercle 1 jusqu'au cercle 30. Donc ça va se rendre compte. J'ai pris, si on se met à 45, qui est ici, maintenant on va regarder. Donc alors, quelle est l'évolution? Alors là, pour l'instant, on a regardé en fonction du temps. Maintenant, ce qu'on va faire, c'est qu'on va se prendre une tranche de temps, et on va regarder quelle est l'évolution de la vitesse du centre du mobile jusqu'à l'extérieur. D'accord? Donc c'est-à-dire que là, ici... J'entends plus, ouais. Mais... Pardon? Je ne t'entends plus. Ah! Et là, c'est mieux? Oui. Ah. Donc je disais, on va passer d'une vision où là, on regardait l'évolution d'une vitesse moyenne en fonction du temps. Là, on va se mettre sur une tranche de temps, voire un frame, et on va regarder l'évolution de la vitesse du centre du mobile à l'extérieur.
Ça, c'est un instantané où on fait varier. Voilà, alors soit un instantané, on peut le faire soit en instantané, c'est-à-dire on va prendre un seul frame, soit sur une période, du coup on va moyenner les vitesses, cette fois en fonction du temps, mais pareil en partant du centre et en prenant chaque cercle jusqu'à la fin jusqu'à l'extérieur. Donc voilà ce que ça donne sur le frame 1350. Alors 1350 ça correspond pile à 45 secondes. D'accord? Logique c'est 45 x 30 en fait. Donc là, c'est le pic de vitesse du mobile. Voilà, en gros, hein. Bon, c'était histoire de se mettre dans une position où on est en grande vitesse. Donc là, quand on regarde ce diagramme, pardon, les 25 à 30%, ils se situent par là. C'est-à-dire que c'est le 1, 2, 3, 4, 5, entre le 5 et 6e point. D'accord? Et ici, on a l'extrémité du mobile, au point 19 à 20. Donc on voit qu'il y a une partie qui est assez linéaire. Et puis là, on a bien là, a priori, ça stabilise, après on diminue. Alors ça, c'est sur un frame particulier. Donc plutôt que pour être sûr que je ne suis pas en train de partir sur un truc spécifique, j'ai volontairement regardé ce que ça donnait sur un... Ah tiens, mais je ne l'ai pas derrière. Ah voilà, c'est ça. Bon, ça, on en a parlé, la validation de la chaîne de mesure. Ouais, bon, ça, voilà. Donc la question, c'était de se dire, voilà, est-ce qu'on n'a pas un mix des deux? C'est-à-dire, on mesure à la fois des vitesses qui peuvent être sur le mobile et des vitesses qui sont dans l'air, ce qui paraît assez logique. Et comment ça se positionne quand on va du centre jusqu'à l'extrémité. Donc là, j'ai pris un autre cas. Alors là, attends. Là, je suis en vitesse de rotation. D'accord? C'est-à-dire que c'est mes vitesses de rotation sur le mobile, au fur et à mesure que je m'écarte. Et là, je suis passé en vitesse tangentielle. C'est-à-dire que là, je mesure la vitesse tangentielle sur chaque cercle en partant du centre. D'accord, ok. Alors on va voir, d'ailleurs je vais peut-être... oui, bon. Donc l'intérêt ici, c'est que je retrouve mon point 5. On a une certaine partie linéaire là. Et on va comprendre pourquoi, parce qu'effectivement, là, sur cette partie, si on est proche du mobile, si on est très proche de la surface, on devrait logiquement être sur une règle du type V égale RW, c'est-à-dire qu'on multiplie tout simplement la vitesse du mobile par le rayon pour avoir la vitesse. Et c'est d'ailleurs ce que... Attends, ouais. Bon, on verra après. Donc là, le point 5, on a dit le point 5.6, justement, c'est le point où à un moment donné, on dit on va sortir un peu de la surface métallique et on a plus d'air entre les branches. Vous vous souvenez? Donc là, c'est une transition de mesure entre les 5 premières mesures qui voilà. sont vraiment mobiles, et là, on commence à avoir un mix des deux. Quoi. Voilà, là, on a un mix des deux. Et puis là, on est au point 19, on a l'extrémité, et on voit que... on mesure des flux, en fait. Voilà, c'est ça, a priori. Voilà. Donc je voulais vérifier déjà si on retrouvait ces points. Alors justement, donc au lieu de se focaliser que sur un frame, donc là c'est le frame 1350, j'ai volontairement voulu voir 1351. Donc, effectivement la courbe elle varie beaucoup. Hein. On change d'un trentième de seconde, ce qui est logique, hein, puisqu'en fait les flux ils bougent en permanence. Donc par contre, ce qu'on retrouve bien, c'est quand même un pic qui est autour des 5-6 points, et on retrouve notre 19e point. C'est ça qui est important. C'est ça qui semble stable. Et après, j'ai fait le même calcul, mais cette fois sur une tranche de temps, entre 43 secondes et 46 secondes, en moyenne, d'accord? Et on fait la même courbe en fait. Donc c'est le même pattern, c'est ça? Voilà, c'est-à-dire qu'en gros ici, c'est la vitesse moyenne entre 43 et 46 secondes sur le cercle 6. Sachant que je peux le faire sur l'ensemble du cercle ou sur une portion du cercle. D'accord. Donc ce qu'on verra d'ailleurs après, c'est que sur une portion du cercle, on voit que sur le même endroit, là je fais que 270 à 360. Et là je monte plus haut, je monte à pratiquement 11. Alors que là je suis limité à 10. Mais bon, pour l'instant à ce niveau-là c'est un détail. Ce qui nous importe pour l'instant, c'est de dire voilà, il y a bien deux points caractéristiques. Là quand je sors de la zone métallique mobile et que je commence à mesurer plus de flux, et puis là où j'arrive à l'extérieur du mobile, et où là carrément je suis dans des flux qui ne sont pas brassés par le mobile. Ouais, donc ça a tendance quand même à démontrer que la vitesse, elle est centripète. Seconde. Oui. Ah là, c'est bon. Voilà, ouais, donc la vitesse,
Voilà, c'est ça. C'est-à-dire qu'à un moment donné, et on va le voir juste derrière, parce que j'ai fait ça exprès, parce que ça c'est assez sympa. Parce que là, c'est pas moi qui ai fait le trait rouge, je ne l'ai pas fait à la main. C'est le calcul de la vitesse du mobile en partant du centre. C'est-à-dire que je considère que je prends la vitesse de rotation de mon mobile sur cette période-là, donc entre 43 et 46 secondes, je calcule la vitesse moyenne du mobile, et ensuite je calcule simplement la formule vitesse tangentielle égale rayon. Donc le rayon, c'est le rayon à ce niveau-là, c'est-à-dire que si je suis sur mon mobile et que je suis à telle distance du centre, eh bien je dois avoir telle vitesse. Et donc on voit qu'effectivement on a quasiment une tangente à la courbe, quoi. Ok. Donc ça veut dire qu'il y a une vraie corrélation entre la vitesse du mobile au centre et les premiers points. Donc on voit bien qu'effectivement les premiers points suivent la vitesse du mobile. Et qu'après, effectivement, derrière, là on commence à sortir du et en plus, on a un freinage de plus en plus fort, quoi. Donc cet écart des courbes, ça traduit en fait que le logiciel se met petit à petit à mesurer de plus en plus d'air et de moins en moins de mobile, c'est ça? Ouais, ça veut dire qu'on est bien corrélé à la vitesse du mobile en haut. Donc si on cherche, c'est-à-dire que les flux en haut correspondent à la vitesse du mobile, donc on est bien dans une logique d'entraînement. C'est-à-dire que quand on est dans la vitesse maximale, c'est bien le mobile qui entraîne les flux. D'accord. Et que ces flux, plus on s'éloigne, plus ils sont freinés, d'accord? Plus ils sont freinés, et c'est pour ça qu'effectivement, donc du coup, la vitesse en millimètres par seconde, voilà. Alors que lui, le mobile, il est à 80, hein. C'est-à-dire qu'à la périphérie... Ouais, c'est génial, ça veut vraiment dire que l'énergie, si on peut parler comme ça, Hein, la vitesse de base, elle arrive du centre. voilà, elle arrive par le mobile. C'est le mobile qui lance le truc, quoi. Alors après, ça peut être comment dire, on peut très bien faire tourner le mobile avec une force qui s'appuie en tangentiel sur le mobile. Mais ce qui est important, c'est que pour les flux d'air, si on regarde bien, c'est bien C'est pas l'inverse, c'est pas voilà. Alors justement, c'est un autre point qu'on peut voir après. C'est la dernière partie. On va s'apercevoir qu'on peut avoir éventuellement une vision où il y a des flux qui commencent à bouger. Après, le mobile démarre et il entraîne le reste. Et, c'est ce qu'on... Donc là, la conclusion pour moi, c'est bien le mobile qui entraîne les flux au moins une fois que le mobile a démarré. D'accord? Ah, c'est marrant ça. C'est-à-dire, au début, c'est l'air qui bouge, après c'est le mobile, et après... Non, mais là, disons que de ce qu'on a présenté, la conclusion, je peux pas... Je suis sur là où le mobile a tourné, je suis à la vitesse maximale, je m'aperçois bien que c'est... Visiblement, les flux suivent le mobile, donc je peux dire que quand le mobile tourne, c'est lui qui entraîne les flux. Maintenant, je ne peux pas en conclure. Je peux m'arrêter là en termes de conclusion. Maintenant, après, il faut étudier justement le démarrage du mobile pour voir ce qui se passe dans cette partie. Justement, on a vu qu'il y avait des mouvements de flux plus importants et voir si effectivement les flux, eux aussi, se mettent à bouger avant le mobile ou pas. Est-ce qu'eux, ils commencent à bouger, mais qu'après, c'est le mobile qui tourne et qu'entraîne, quoi. Oui, parce qu'il y a une question d'inertie aussi. Hein, Exactement. On peut imaginer que justement, les flux d'air étant beaucoup moins inertiels, ils commencent eux à bouger, et qu'après, quand l'énergie est transmise au mobile, ben, le mobile il bouge tellement que derrière, c'est lui qui entraîne les flux, quoi. Et puis surtout, le mobile, il a une forte inertie, c'est-à-dire que Voilà. l'énergie pourrait être alimentée. Oups, ça coupe un peu. On rajoute. Et Elisa, t'entends toujours? J'ai pas entendu David. Ah bah t'es comme moi. T'es comme moi, là. Non, je disais que si tant est qu'on fasse comme le mobile il a sa propre, il emmagasine son énergie sous forme d'énergie cinétique, le fait qu'il mette du temps à démarrer mais qu'après il aille plus vite que les flux, ça peut se comprendre dans le sens où il y a une partie de son énergie qui est déjà dans son mouvement, donc l'ATK en rajoute un petit peu et là, crac, c'est lui qui entraîne les flux, quoi. Mais alors qu'au départ, le temps qu'il emmagasine l'énergie cinétique, eh ben, il tourne un petit peu moins vite que les flux, et en fait, que tout se met à tourner en même temps. En fait, on n'a pas le cas où il tourne moins vite que les flux, hein. Non, bah, Donc c'est pour ça, je pense que tu veux que les flux se mettent en marche en même temps que le mobile, mais à un moment donné, c'est quand même le mobile
Ouais, mais t'auras toujours... Il y a juste effectivement un moment où on peut dire on va le voir, que les flux peuvent commencer à bouger avant. Oui. Mais je dirais que le mobile, une fois qu'il démarre, je veux dire, il y a toute une partie où il accélère alors que les flux sont toujours inférieurs, quoi. Donc on peut pas dire c'est les flux qui ont lancé mon mobile, quoi. Non, on peut pas le dire. Regarde le graphique, là. Je pense qu'on comprend. Hein. Donc là, ce graphique, en fait, lui, il est plutôt positionné sur ce problème de la positionnement en fonction de l'angle. C'est-à-dire que là, on a de 0 à 360 degrés, et on regarde en fait quelles sont l'évolution des rotations en fonction de cet angle-là. Donc ça permet de voir qu'effectivement, par exemple, là, on est plutôt à 150 degrés. A priori, les vitesses sont plus importantes vers 150 degrés. Donc si on regarde, on s'aperçoit que 150 degrés, on n'est pas loin d'être là, et que sur ce frame 1354, eh bien effectivement, il y a un gros tourbillon qui s'est positionné. Donc ça permet de corréler les résultats de calcul avec les images. Les observations qui ont... Voilà. Super. Alors bon, ça, je vais passer rapidement parce que c'est pas le... Enfin... Ouais, ça c'est l'évolution des vitesses. En gros, c'est de dire les vitesses tangentielles en fonction de l'angle comparé entre les différents cercles, de 1 à 6, les premiers cercles. Donc on voit qu'en fait c'est assez homogène, ce qui correspond bien justement à dire je suis en train d'être vraiment sur une surface à peu près constante. Et puis après on voit que petit à petit ça se déforme. Et on comprend bien que c'est lié au pal de la pyramide, quoi. C'est-à-dire que là on est ça, et après donc quand on rajoute on sort des 29, voilà, donc on part de vitesses qui sont assez homogènes pour des vitesses qui varient beaucoup plus. Sachant quand même que là, je voudrais préciser quand même qu'il a, voilà, la vitesse du mobile est là. Hein. Ouais. Non, mais c'est vrai que c'est pas mal finalement d'avoir une pyramide parce que comme elle crée les turbulences, on arrive à suivre l'impact de sa rotation sur l'ensemble des flux et du coup, c'est mieux d'avoir un truc qui laisse des traces plutôt que le mobile hémisphérique qui lui tourne pratiquement dans le vide, quoi. Oui, enfin ça, j'attends de voir, hein, parce que si on arrive à faire les mêmes, maintenant en cabine je pense, mais sur mobile hémisphérique, si on arrive à mesurer les flux pareil et qu'on tient compte de ces cercles du dessus, je vais reprendre certaines manips qu'on avait déjà faites pour voir ce que ça donne quand même. Ouais. Parce que ça peut être intéressant. Hein. Ben, écoute. Alors en coordonnées polaires, donc là c'est pour se rendre compte, voilà, donc là effectivement ce qu'on a dit, là on voit, sur en coordonnées polaires, donc ça c'est la trace du cercle du mobile. Et puis ça, c'est les vitesses en coordonnées polaires, donc du cercle 1 au cercle 2, etc. etc. Mais là, on est en degrés par seconde. Hein, voilà. D'accord, donc on voit quand même qu'il y a une zone d'influence en haut à droite, quoi. Voilà. C'est la 150, c'est la fameuse qu'on a vue là, qu'on la retrouve directement. Elle est visible plus rapidement, quoi. Avec... c'est qu'elle est du côté opposé où il y a la main, quand même. Oui, bah là, bon, sachant qu'on est une fois de plus, on est sur le. Il faut regarder après plus en détail, mais pour l'instant, j'ai pas détecté de choses. Mais c'est souvent quand même que quand dans les manips, on a des trucs qui sont en opposition au centre de la main. Mais bon, ça, il faut le revalider. Hein. Donc, comparaison des vitesses tangentielles, pareil, hein, on voit quand même qu'entre les vitesses tangentielles, et le mobile, on est quand même très loin, quoi. Ça, c'est la vitesse du mobile. Et ça, c'est les vitesses tangentielles des cercles 1 à 30. Ah oui, c'est le jour et la nuit, ouais. Voilà, donc on est loin, quoi. Bah, c'est pareil, alors, avec une marge d'incertitude importante, là, oui, là, il n'y a pas de... Il n'y a pas photo. Alors maintenant, je vais vous montrer juste un truc. Par rapport à la question que tu avais justement sur le démarrage. Il faut juste que je retrouve mon bazar. C'est où déjà? Hop. Ça doit être analyse. Ça doit être là mon truc. Voilà. Alors. Donc là, en fait, j'ai juste fait des tranches.
Je me suis dit, bon voilà, on a un profil, on a vu, quand le mobile est lancé, la vitesse est bien définie entre l'entrée et la sortie. Donc qu'est-ce qui se passe justement quand on a la phase de démarrage? Alors là j'ai fait entièrement entre 1 seconde et 5 secondes. Voilà le profil de vitesse. Donc on voit que d'abord on est autour entre 1,6 mm et 0. Hein. D'accord? Et on a une première variation. Ensuite on passe entre 6 et 10 secondes. Voilà la moyenne des vitesses. Donc on voit qu'on a une variation, bon c'est un peu erratique, et qu'on est entre 1,2 et 0,4. Après entre 11 et 15 secondes. Bah, toujours on est entre -1 et 1, on a des variations, d'accord? Ensuite entre 16 et 20 secondes, là on passe en négatif, toujours pareil du centre à l'extérieur, hein, du centre le cercle 1 jusqu'au cercle 30. De 20 à 25, pareil, on est encore en négatif. Et puis là entre 25 et 30, donc c'est là où justement il y a cette fameuse, où il y a la séquence de la main. On voit que là, on a une vitesse qui est plus forte en 30, vitesse essentielle, et le mobile, lui, il n'a pas encore démarré, il est toujours à 0. D'accord? Donc là, ça veut dire qu'il y a un courant d'air qui est venu se foutre dans l'intervalle. Voilà, donc il y a quelque chose qui fait qu'on a une vitesse qui vient plutôt de l'extérieur et qui se ramène à 0. Après, on avance encore de 5 secondes. Donc là, le mobile, il n'a encore pas démarré. On voit que cette vitesse, elle existe toujours. Elle est même assez... parce que là, on est à 5. On est passé à 7 mm par seconde ici, alors qu'on était entre 1 et 2. Là, on a encore un mouvement. Pareil. Voilà. Et puis ensuite, le mobile a démarré. Donc voilà, entre 35 et 40 secondes, le mobile, là, il est lancé. Donc on passe à une courbe où effectivement, là, on a la vitesse directement sur la surface, quasiment au début. Et puis on voit que donc quelque part, on a le sentiment que, si je reviens en arrière, on a une sorte de flux qui arrive de l'extérieur. Et puis à la sortie, paf, mon mobile démarre, et c'est lui maintenant qui entraîne la suite, quoi. Ce qu'on retrouve ici, là, entre 40 et 45 secondes. Bon, c'est une analyse, ça demande à être creusé, mais voilà, c'est pour ça que j'ai fait sortir le truc de PIV, toutes les images sur la séquence, pour essayer d'en faire une petite vidéo, ce qui permettra d'analyser en fait la courbe des flux directement sur la vidéo. Tu vois ce que je veux dire? Une superposition? Non. C'est-à-dire que le résultat du PIV, c'est-à-dire que ces images-là, en fait... ah oui, mais je suis sorti de mon truc. Excusez-moi. Voilà. Voilà, ces images-là. Oui. Voilà. Un vecteur. Et bien ces images-là, je les exporte de PIV. Oui, dans vidéo. Et je les transforme en vidéo. Ouais, tu fais un typo, enfin, une petite animation. Voilà, et du coup, on va pouvoir voir l'évolution des flux calculés en fonction du temps sur cette période de démarrage. D'accord. Pour voir exactement ce qui se passe, quoi. Voilà, voilà. Est-ce que tu peux remettre les graphiques en 3D du début, s'il te plaît? Oui, alors pas de problème. Hop. Lequel tu voulais? Vas-y, défile, je vais te dire. Ok. C'est peut-être pas le 3D qui va plus me parler d'ailleurs. Encore. Ouais, là. Celui-là, là? Celui en coupe 2D, ouais. Non, celui d'en dessous, le 23 là, ouais. Ouais, ok. Voilà. Ouais, donc là, de 18 à 36, c'est même 45, là, il y avait le gros courant d'air qui rentrait, là, c'est ça? Ouais, le courant d'air, il est là, en fait. Enfin, c'est le mouvement de main, là, en fait. Voilà, d'accord. C'est cette partie-là, en fait. Mouvement de main, ouais. Sachant que là, on est sur le cercle, à la périphérie du mobile. Ouais. Donc c'est lui qui est le plus sensible que la priori. Voilà. Disons que c'est lui qui est censé être... on est censé avoir une vitesse de flux proche de la vitesse du mobile, quoi.
supérieur. Voilà. Donc si c'était les flux qui entraînaient le mobile, on devrait voilà, avoir une vitesse de flux au moins... Moins bien. voilà. Bon, Ok. Voilà, voilà. bah écoute, c'est encore mieux que la dernière fois. Hein. Voilà, il y a... Ça va, plus je comprends. Non mais là en plus si tu veux, non mais le gros intérêt du, tu vois, je pense que c'est le gros intérêt de ta cabine, et on pourra le reconfirmer quand j'aurai refait les traitements sur les autres, mais le gros intérêt de ta cabine là, c'est que comme ça limite les flux, on se retrouve avec des vitesses de flux extérieures qui sont beaucoup plus faibles. Et du coup même si le mobile, lui, il est petit le mobile, mais comme il est léger, il a pu tourner assez vite, et du coup on a une vitesse qui se décale bien par rapport au flux d'air. On a un contraste qui est plus marqué, c'est clair. Voilà. C'est ça qu'on cherche. Hein. Donc c'est pour ça que je pense que ta cabine, c'est quand même un truc sympa. Le petit banc, tu veux dire? Ouais. Bah oui, parce que finalement, enfin je te dis, je vais refaire maintenant que j'ai finalisé quasiment mes trucs, je vais refaire ça sur les anciennes expériences qu'on avait en cabine. Mais le problème des cabines, c'est qu'effectivement, on avait des flux qui avaient des grosses vitesses autour, quoi. Ouais, mais il y a quand même des écarts enfin, Mais bon, on avait des résultats, t'inquiète pas, hein, je suis tranquille. Hein. Maintenant, ça m'a permis de mettre au point la mécanique. Je pense qu'on va arriver à des trucs sympas. Hein. Je vais reprendre notamment aussi les trucs de ref. Je vais repartir de ta ref que tu as refait là, récemment. ouais. Ça va permettre de montrer bah, déjà à quelle vitesse on balance des flux pour pouvoir faire tourner le mobile. Voilà. Et puis je vais reprendre celle que j'avais faite là, avec ses courbes et tout. Faut en faire l'analyse Ouais, quoi. ça, après, il faudrait voir si on a un pattern de courbe en dos de chameau, là, toujours pareil, qui devient, ça peut être la signature d'un effet TK, ça serait vraiment super, quoi. Qu'est-ce que tu Voir veux... d'abord, hein? Ouais, qu'est-ce que tu veux dire d'autres chameaux, c'est-à-dire un premier round et puis deuxième round? Ouais, dos de chameau, c'est-à-dire que tu as d'abord les vitesses des flux qui sont supérieures, consécutivement à ça, tu as le mobile qui démarre et qui finit par les dépasser et qui nous fait donc cette espèce de courbe à deux bosses, là, que... Ouais. Ça peut être vachement... ouais. Ah ouais, bah, si on arrive à mettre en avant que les flux démarrent avant, et que derrière le mobile enchaîne, Et qui les dépasse. et qu'après derrière les dépasse, c'est intéressant. Ça, c'est vachement intéressant parce qu'on a vraiment un effet de champ là. Complètement, ouais. C'est pas fort, Lisa, alors? Bah, pas grand chose, enfin, le travail est super et c'est chouette. Une seule expérience évidemment ça permet pas d'en dire grand chose parce que il faut... Moi j'ai un peu peur que les conclusions soient hâtives quoi, Ouais. malheureusement. Que les conclusions soient hâtives. Ah, j'ai envie d'y croire, hein, c'est pas le problème, mais bon, je préfère rester sur mes gardes, on va dire. Non, mais t'as raison, hein, de toute manière. Puis si tu veux, toi t'es pas dedans, donc c'est pas pareil. Hein. C'est logique. Hein. Comment? Je dis c'est logique, hein. Toi t'es pas dedans, moi. Oui, je préfère... Enfin voilà, j'espère que tout est dans la bonne direction, mais bon, voilà, je préfère rester sur mes gardes. Je pense que y a des phénomènes non linéaires qui peuvent apparaître, donc voilà, il faut se méfier de ce genre de choses. Est-ce qu'il y a une vitesse minimale des flux qui permettrait d'enclencher un mouvement Bah, disons, physiquement déjà, comment tu peux expliquer que la vitesse du mobile est supérieure à celle des flux? Ouais, non, je dis pas, mais bon, je me méfie, quoi. Ouais, mais la question de la méfiance, ce qui est important, c'est d'identifier quels sont les points sur lesquels tu as des interrogations. Oui, tout à fait. Est-ce que les mesures sont mal faites? Est-ce que la chaîne de traitement est mal faite? Est-ce que l'interprétation, pour l'instant, parce que tu dis c'est le problème, c'est l'interprétation. En fait, j'ai pas de doute sur la chaîne de traitement, j'ai des doutes sur l'interprétation des graphiques. D'accord. Ah ouais, alors justement, si t'as un mobile qui va plus vite qu'un flux, comment tu l'interprètes alors? Je l'interprète pas, justement. J'attends de voir d'autres analyses et de pouvoir comparer avant de conclure. D'accord. Donc tu considères quand même que là, il y a une mise en place d'un truc qui est pas classique par rapport à la physique actuelle, on va dire, ou ce qu'on en connaît. Ouais, mais je connais pas du tout la mécanique des fluides, donc voilà, mais en effet, en tout cas, c'est clair, visuellement. Ça, c'est sûr, c'est clair. Ça, c'est clair, la méthode de présentation,
croyance première. Intuitive. Oui, au moins, ça mais nous- je me fais une ouais. intuition, quoi. Bah, disons que ça nous confirme dans le fait qu'il y a un truc à creuser. Après, Ouais, l'interprétation, on donne pas d'interprétation. Alors moi j'ai pour aller dans ton sens, Isa, j'ai donc un de mes potes qui est aussi spécialisé dans les écoulements fluides. Alors pas la même discipline exactement que Laurent, mais je l'ai revu là, ce week-end là, chez lui et il m'a dit bon bah si vous avez avancé sur le truc, vous faudrait nous balancer vos méthodes et vos résultats pour que on vous donne notre avis, lui et son collègue dessus. Donc Eric, si ça te dit de tester cette nouvelle présentation sur eux, moi je pense qu'on pourrait essayer, ouais. Ah, tu me dis un peu qui c'est c'est quoi, c'est un labo, c'est quoi? L'université de Lansma aussi. Lansma, en fait, c'est un gros consortium d'universités. Ils ont le labo de Laurent David, donc lui est rattaché à Lansma, mais aussi On n'entend plus, David. On t'entend plus. Ah ben, eux, c'est des chercheurs, c'est des professeurs universitaires. Lancela, c'est une école d'ingénieurs dans lequel il y a plusieurs labos. Attends, ça s'écrit comment, Lancema, c'est ça? ENSMA. Ah, un SMA, d'accord, ok. Et donc, Ouais. On t'entend plus. ah bah ouais, mais là, je peux pas faire. Ah, coupe ta vidéo alors, coupe ta vidéo. Ouais, d'accord. Ouais, donc là c'est mieux. Ah oui, beaucoup mieux. Oui, l'ANSMA c'est un ensemble de plusieurs laboratoires et l'ANSMA en soi c'est un ensemble de plusieurs corps de professeurs, mais lui, ils ont chacun leur discipline particulière, leur domaine de recherche. Je sais pas combien ils sont là-dedans d'enseignants-chercheurs, mais ils sont à ce paquet. Donc lui il se propose de regarder ses premiers résultats et puis nous donner leur avis sur ça. Alors on peut peut-être attendre d'avoir deux autres analyses. Oui, je pense que là c'est un terme pour l'instant. Je pense qu'avant de... Je préfère qu'on consolide avec d'autres cas, sachant qu'on a déjà des cas qui peuvent être déjà retraités. Ah oui, il y en a plein, parce que là la méthode que tu as finalisée, Eric, elle est vraiment pédagogiquement et puis je trouve vraiment pertinente, quoi. Là, c'est clair, quoi. Là, l'image là qu'on a, là, sous les yeux, là, celle-ci, là, cette photo-là, c'est la plus claire que j'ai vue jusqu'à présent. Elle est vraiment très très parlante. Et est-ce qu'il serait pas intéressant, je ne sais pas si c'est possible, les vidéos qu'on a, avec les études mécaniques que tu avais faites, David? Lesquelles? Celles où il y a le ventilo, etc. Ah bah si, oui, bien sûr, ouais. Oui, alors le problème c'est que la seule vidéo qu'on a pu faire avec le petit banc, c'est une pyramide et c'est pas un mobile hémisphérique. Et moi, toutes les vidéos de contrôle, je les ai faites avec des mobiles hémisphériques. Ça veut dire, Eric, il va falloir qu'il fasse le boulot maintenant avec des séquences qui ont été faites en cabine PIV et pas avec le banc PIV. Oui, de toute manière, moi ce que j'ai prévu c'est de reprendre déjà, bon, j'avais déjà fait une analyse, hein, j'avais présenté avec David il y a quelques temps sur une approche cabine. Mais là, j'avais pas encore finalisé tous mes programmes MATLAB, donc il y a encore des trucs. Donc là, on voit beaucoup plus loin en termes d'analyse. Et ça permet de sélectionner rapidement la bonne courbe qui est la plus représentative, quoi. Et en même temps de ne pas se louper, c'est-à-dire voilà, quand on voit un truc, d'essayer de se balader dans tout le volume d'expérience en fait pour être sûr de bien voir tout le truc. Je pense qu'il y a une vidéo que David a refait de référence qu'il faut que je reprenne, donc sur cabine PIV, où là l'avantage c'est que ça permettra d'analyser avec un ventilo qu'est-ce qui se passe, les flux, comment ça marche, comment il faut retourner le mobile et quel écart on a entre la vitesse des flux et la vitesse du mobile, notamment. Ouais. Donc ça sera intéressant. Et puis, de toute manière, moi je pense que je vais monter une cabine PIV. Parce que j'ai vu le dernier schéma de David, je me dis finalement pourquoi je m'en mettrais pas une. Ah bah c'est vachement simple, hein. Et donc non, on va avancer là, parce que je pense qu'il y a vraiment des choses à faire. Et c'est vrai que l'intérêt du truc PIV, comme je disais, c'est qu'on limite les flux d'air, donc c'est vrai que ça a permis cette expérience. Mais c'est vrai que c'est quand même assez complexe, on voit bien, Pierre il s'envoie un peu quand même à faire tourner les trucs dedans.
alors qu'avec la cabine, on a beaucoup plus de facilité. Et que si on arrive à maîtriser un peu les flux qu'il y a autour, c'est ça que je voudrais voir quand même dans les prochains traitements, ben, à mon avis, parce qu'aujourd'hui, on a quand même des mobiles qui tournent à 5-6 secondes par tour. Enfin, pour ma part, je parle pas de Pierre où il est à moins de 2 secondes par tour. Donc même sur une cabine PIV avec des flux, si on arrive à faire la même chose, ça va être détonnant, hein.